Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Cluster News. Voici les titres de ce vendredi 8 janvier. Retour au calme dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris où une fusillade a éclaté hier. Notre envoyée spéciale Solène Boisset s'est rendue sur place. Elle nous expliquera où en est la situation. François Hollande s'est rendu ce matin sur la tombe de François Mitterrand, décédé il y a 20 ans jour pour jour. Vous verrez que la popularité de l'ancien chef de l'État est toujours immense. L'événement étudiant du jour, c'est l'ouverture du salon des admissions post-bac aux Grandes Halles de la Villette, un événement auquel participe notre école IICP. Justine Evin s'y est rendue. Enfin, le canal Saint-Martin en plein nettoyage, le célèbre canal parisien a été vidé cette semaine. Vous partirez à la découverte de ses trésors cachés. Au cœur de l'actualité aujourd'hui, les suites de l'attentat perpétré hier dans le 18e arrondissement de Paris. L'enquête se poursuit, toujours beaucoup de questions autour de l'identité du terroriste présumé. On va en parler dans un instant avec vous, Solène Boisset. Bonjour Solène. Bonjour. Mais d'abord, on va regarder votre reportage. Vous êtes retourné ce matin dans le quartier de la Goutte d'Or où la fusillade a éclaté hier. Les habitants sont encore choqués. La vie reprend peu à peu son cours, mais comment s'opère ce retour au calme? La réponse en images. La vie reprend doucement son cours dans le quartier de la Goutte d'Or. C'est devant ce commissariat du 18e arrondissement que la tentative d'attaque a eu lieu hier, aux alentours de midi. Toujours secoués, les habitants du quartier se remettent de leurs émotions, comme ce commerçant qui se trouvait seulement à quelques mètres des tirs. On vient d'ouvrir, le quartier il est normal, calme, normal, comme tous les jours de toute façon. On n'a jamais eu d'histoire, c'est la première fois qu'on entend une histoire comme ça. Après tous les événements qu'il y a eu auparavant, ça c'est un peu normal. Paris est un peu choqué, c'est pas que Barbès, c'est tout Paris. Bon, les gens sont un peu choqués par rapport à ce qui s'est passé, et puis c'est un jour comme un autre, quoi. Ici, surtout dans ce secteur-là, on essaie de se changer les idées, et puis voilà. En attendant les résultats supplémentaires de l'enquête, la rue de la Goutte d'Or reste bloquée aux automobilistes. De retour avec vous, finalement Solène, où en est l'enquête ? Alors, ce qu'on sait de l'enquête pour le moment reste encore assez flou, mais l'identité de l'assaillant se précise. Selon les enquêteurs, il s'agirait de Tarek Belkacem, nom qui a été retrouvé dans un texte de revendication sur son corps. De plus, il serait tunisien et aurait autour de la trentaine d'années, non pas comme le Marocain de 20 ans pour qui il s'était fait passer lors d'une arrestation en 2013. Alors, il s'était aussi fait passer pour un sans domicile fixe lorsqu'il était à Sainte-Maxime. Seule certitude, les enquêteurs ont retrouvé sur son corps, donc comme je vous le disais, un papier sur lequel il dit également prêter allégeance au chef de Daesh, Abou Bakr al-Baghdadi. Ils ont également découvert son téléphone portable muni d'une carte SIM allemande qui pose plusieurs interrogations sur les déplacements de l'individu. Mais ils auraient retrouvé également des SMS en allemand et en arabe, ce pour lequel on se demande quelle est vraiment sa véritable identité. On attend d'en savoir plus. Merci beaucoup Solène. 220 femmes françaises sont parties rejoindre le groupe État islamique en Syrie et en Irak. C'est une information relayée ce matin par nos confrères de France Info. Il s'appuie sur un rapport confidentiel des services de renseignement français. Depuis 2 ans, le nombre de Françaises parties faire le djihad est en constante augmentation, avec une nette accélération ces derniers mois. En septembre 2014, on en dénombrait notamment 164. On ignore encore le rôle exact qu'elles y jouent. Il y a 20 ans, jour pour jour, disparaissait François Mitterrand. François Hollande s'est rendu ce matin sur la tombe de l'ancien président à Jarnac en Charente afin de lui rendre hommage. Evelyne Sakawine, vous êtes sur place. Bonjour Evelyne. Bonjour. Comment s'est déroulée cette cérémonie ? Eh bien, le chef de l'État s'est d'abord rendu devant le cadre familial. Il a déposé une gerbe de fleurs, puis a observé 1 minute de silence. Les enfants de l'ancien président Gilbert Mitterrand et Mazarine Pinjot étaient également à ses côtés. De nombreuses personnalités sont venues se recueillir. Parmi eux, le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, Harlem Désir et Jacques Lang, l'ancien ministre de la Culture. À noter qu'une foule importante a assisté à l'événement. Ce n'est pas par hasard, puisque l'ancien président de la République est toujours très apprécié des Français. D'après le sondage LCP réalisé aujourd'hui,
6 Français sur 10 garderaient une image positive de l'ancien président. Merci Evelyne. On vient de l'apprendre, le couturier français André Courrèges est mort à l'âge de 92 ans. Fondateur de la célèbre maison Courrèges, il est notamment le grand promoteur de la mini-jupe et du pantalon pour les femmes. Dans l'actualité en France, une étude relayée aujourd'hui par le journal Le Parisien. Cette étude, les Français et leurs comptes en banque. Attendez-vous à une forte hausse des frais bancaires dans les prochains mois. Notre spécialiste économie est sur notre plateau. Andrea De Santis, bonjour. Bonjour. Alors, une hausse est à prévoir pour les détenteurs de comptes bancaires. Pourquoi cette hausse ? Alors la raison est simple, Émile, les banques gagnent moins d'argent. Pourquoi ? Parce qu'elles sont sous la pression d'une inflation faible et les taux sont faibles. Donc la seule manière pour les banques de renflouer les caisses, c'est de ponctionner chez leurs clients. C'est pourquoi les frais des clients vont augmenter en 2016. Ils s'élèveront désormais à 190,50 € par an, un total jamais vu depuis 2013. Voilà. Et tous les Français vont-ils devoir payer ? Alors non, ce ne sont pas tous les Français, mais une bonne partie d'entre eux. Ils sont environ 70% à voir leurs frais augmenter pour 2016. Seuls les détenteurs de comptes dans des banques dites standards, type de celles que vous pouvez trouver dans la rue, payeront plus cher. Ceux qui sont propriétaires de comptes en ligne ne payeront pas cette inflation. Alors, parmi ces clients, tous ne payeront pas le même prix en plus, parce que ça dépend de votre banque, ça dépend aussi de votre catégorie socio-professionnelle. Nous avons l'exemple ici d'un client standard, c'est-à-dire d'un client issu de la classe moyenne, et qui dépose environ 1 500 € par mois sur son compte. C'est lui qui verra ses frais le plus augmenter. Environ 7 € de plus sur sa facture sur l'année, pour une hausse moyenne de 4,4%. Contrairement au client qui subira le moins de cette hausse, c'est le client jeune, comme les clients de 20 ans environ, qui déposent moins de 1 000 € par mois et qui ne payeront que quelques centimes en plus sur leur facture en fin d'année pour une hausse d'environ 1,6%. Alors le constat est clair, une bonne partie des Français devront débourser plus chaque année pour tenir leur compte, mais ceci ne changera pas si l'inflation et les taux restent faibles. Merci beaucoup, Andrea. Cette année, la douceur hivernale éloigne la clientèle du marché aux légumes. Avec une température qui descend rarement en dessous de 0, les maraîchers peinent à écouler certaines variétés. Bonjour Léo Gautret. Bonjour Emeline. Vous avez été sur un marché du 13e arrondissement. Et oui, ce midi, je me suis rendu rue Jean Anouilh, où Alexandre Malcal attendait devant son étal, une étale pleine en fait, une étale bondée. Et certains légumes en fait peinent à se vendre en cette période. Ce qui va moins se vendre pour les légumes, ça va être tout ce qui est pommes de terre pour tous les potages, les navets, les poireaux, les potimarrons pour les soupes. Ça va être des produits qu'on va avoir beaucoup de mal à vendre. Les raisons invoquées sont un hiver tardif qui favorise finalement la croissance des légumes d'hiver. Alors ces produits-là sont boudés par certains clients comme Enrica qu'on va pouvoir entendre. Alors oui, je mange moins de légumes, parce que moins de soupe, parce qu'il fait moins froid. Et en revanche, je mange autant de fruits que d'habitude, parce que j'adore les fruits. Donc voilà, été comme hiver, j'en mange pas moins que d'habitude. Pour autant, la fraîcheur hivernale devrait réapparaître assez rapidement. Météo France annonce en effet une vague de froid dans les prochaines semaines. Merci Léo. Aujourd'hui et demain se tient le salon des admissions post-bac aux Grandes Halles de la Villette. Une foule d'élèves en classe de terminale s'y sont rendus afin de mieux comprendre les procédures d'inscription à l'enseignement supérieur. L'IICP y a aussi son stand. Justine Evin est partie à leur rencontre. Il y a manifestement un problème en régie. Nous enchaînons sur le sujet suivant. C'est bientôt la fin de l'école buissonnière. Une nouvelle application pourrait remplacer les cahiers d'appel dans les établissements scolaires. Bastien Cervoni va nous la présenter. Bonjour Bastien. Bonjour Emeline. Alors, cette application est née l'année dernière avec une chef d'entreprise, pas comme les autres. Oui, en effet, elle a 16 ans. Elle est en classe de première ES dans un lycée des Yvelines. Elle s'appelle Philippine Dolbeau. Et elle a accepté de nous présenter son idée entre deux cours, vu qu'elle est toujours au lycée. Son projet vient d'un cours d'économie où il fallait créer une mini-entreprise. Et l'étudiante a alors pensé à faire une application qui s'appelle New School et qui permet de faire automatiquement l'appel sans cahier pour les professeurs. Alors, comment ça se passe concrètement ? Alors, chaque élève vient à l'école avec un petit boîtier connecté.
L'enseignant se rend sur l'application New School avec son téléphone ou sa tablette et qui va rentrer en interaction avec le boîtier. Les élèves dont les boîtiers ne sont pas connectés avec l'outil mobile seront notés absents. Et si les parents n'ont pas prévenu de l'absence de leur enfant, il y a un SMS qui va leur être envoyé automatiquement. Est-ce que c'est déjà appliqué dans des établissements ? Alors, ce dispositif fonctionne dans 3 classes test du collège-lycée Le Bon Sauveur au Vésiné dans les Yvelines. Une classe de 5e, une classe de 3e et une classe de 1re. Donc, d'après les premiers retours, tout le monde est satisfait du résultat de l'application. Et à quoi va servir cette application ? Alors d'abord, ça va permettre de savoir qui sèche les cours et ça va aussi faire gagner du temps aux professeurs au moment de faire l'appel, sachant que l'application en fait va faire l'appel automatiquement pendant que les professeurs feront cours. Et Philippine Dolbeau l'a dit, elle veut aider à moderniser l'école. Ainsi, les boîtiers des écoliers vont peut-être bientôt devenir des cartes de cantine, voire même servir de carte de prêt à la bibliothèque. Ce serait un peu la nouvelle carte d'identité de l'écolier. Merci beaucoup, Bastien. On poursuit ce journal avec notre page sport, avec Julien Chassagne. Bonjour Julien. Bonjour Emeline. Alors on commence avec de l'extra-sportif et l'affaire Michel Platini. Oui, il a annoncé hier ne plus désirer se présenter à la présidence de la FIFA. Il n'avait pas d'autre choix. Il a été condamné à 8 ans de suspension de toute activité liée au football par la commission d'éthique de la Fédération internationale. Il était accusé par cette même fédération d'avoir touché presque 2 millions d'euros pour des travaux qui n'ont pas été justifiés. Donc, il préfère se retirer du monde du football dans le but de préparer sa défense dans de meilleures conditions parce qu'il compte bien se faire blanchir dans cette affaire. Il préfère juste prendre un peu de recul. Et puis, il a terminé son interview qu'il a donnée à l'équipe en disant que même s'il refuse à croire au complot, il admet avoir senti de la jalousie vis-à-vis des autres membres de l'UEFA et même vis-à-vis de la FIFA vers l'UEFA et dénonce une institution vieillissante en parlant de la FIFA. Et donc, c'est une allusion à Sepp Blatter, bien évidemment. Donc, ça mis à part, on revient sur les terrains avec un résumé vidéo de l'actualité sportive. Yavgu continue sa marche en avant dans le tournoi qualificatif olympique. Hier soir, en battant la Finlande 3-7-0, ils ont presque validé leur billet pour les demi-finales. Pour être sûr d'accéder au dernier carré, ils devront toutefois gagner au moins un set contre la Bulgarie ce soir à 20h30. Sébastien Loeb ne s'arrête plus. 3e victoire pour lui en 5 étapes. Il a su maîtriser l'altitude et dompter les 327 km entre Rourouille et Uyuni. Toujours en tête du classement général, le Français s'élance aujourd'hui de Bolivie pour une étape de 723 km. Au menu, l'impressionnant désert de sel d'Uyuni. L'Olympique lyonnais va inaugurer son nouveau stade. 350 millions d'euros et 2 ans de travaux nécessaires pour voir sortir de terre la nouvelle enceinte du club lyonnais. Un pari réussi donc pour le président du club Jean-Michel Aulas. Les joueurs ont foulé pour la première fois la pelouse hier. Ils reçoivent 3 demain pour le premier match de l'histoire du Parc OL. Autre actualité, le grand nettoyage du canal Saint-Martin. Cette artère fluviale située au cœur de Paris a été entièrement vidée cette semaine. Près de 90 000 mètres cubes d'eau ont été retirés, soit l'équivalent de 60 piscines olympiques. Notre envoyée Louise Brighty nous a rejoint sur notre plateau. Bonjour Louise. On peut dire que cette vidange a laissé place à d'étonnantes découvertes. En effet, c'est le grand ménage au canal Saint-Martin. La mairie de Paris mène une opération de maintenance pour nettoyer le célèbre canal parisien. L'artère fluviale est vidée pendant 3 mois. Le niveau de l'eau baisse peu à peu et laisse place à de surprenantes découvertes. Dans le lit du canal, on trouve donc une forte quantité de bouteilles, mais aussi beaucoup de vélos et des scooters, vestiges de vols et de soirées sans doute très arrosées. Le lit du canal était devenu une véritable décharge, à croire que les poubelles sont l'ennemi numéro 1 des Parisiens. Ce nettoyage et cette découverte de trésors sous-marins attirent l'œil des passants. En plus de faire ce grand nettoyage dont le canal avait bien besoin, les services de la mairie vont aussi en profiter pour réparer les écluses. L'opération coûtera 9,5 millions d'euros et se terminera début avril. Merci Louise. Et enfin, notre sujet campus. Aujourd'hui et demain se tient le salon des admissions post-bac aux grandes halles de la Villette. Une foule d'élèves en classe de terminale s'y sont rendus afin de mieux comprendre les procédures d'inscription à l'enseignement supérieur. L'ICP y a aussi son stand. Justine Evin est partie à leur rencontre. Je viens de rentrer, il va falloir que je me repère par rapport au plan et au stand que l'on peut voir derrière.
Il est midi, je pensais qu'il y aurait un petit peu moins de monde, mais en fait, il y a pas mal d'étudiants. Ce salon est très important pour les lycéens qui doivent faire un choix d'orientation entre janvier et mars. Il en attire d'ailleurs beaucoup. Alors, je suis avec Karine Jacob, directrice des événements. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire combien à peu près d'étudiants vous accueillez au cours du salon? Alors d'ordinaire, nous accueillons chaque année 40 000 visiteurs. Beaucoup d'élèves accompagnés de leurs professeurs le vendredi. On a généralement à peu près 18 000 élèves le vendredi et 22 000 le lendemain, le samedi, puisque là les élèves viennent avec leurs parents et on a énormément de parents, ce qui est bien naturel. Notre école se situe au numéro 66, donc ça veut dire qu'il faut que je traverse tout le hall jusqu'au point vert. Donc c'est tout droit, on dépasse les universités, on contourne l'amphithéâtre. Ouais, bon allez, on va faire un tour, on verra bien. Les étudiants ils regardent pas forcément le plan, donc on va se débrouiller. Voilà, nous y sommes, j'ai trouvé enfin le stand IICP, nous y allons tout de suite. Et pour l'ICP, c'est un rendez-vous incontournable qui mobilise plusieurs personnes de l'administration et des étudiants, dont certains ont d'ailleurs découvert l'école sur ce salon. Du service des admissions de l'administration de l'ICP. Bonjour. Comment ça se passe depuis ce matin, le stand? Eh ben, on a pas mal de monde. Déjà, on pensait qu'on n'aurait pas grand monde vu que c'est un vendredi. Mais en fait, apparemment, il y a beaucoup d'étudiants qui sont venus en bus avec leurs écoles. Donc, on a beaucoup de monde. On a beaucoup de monde, voilà. Et on espère en avoir encore plus pour pouvoir avoir un maximum de candidats pour l'année prochaine. Je voulais savoir, donc avant d'intégrer l'ICP en communication, comment avez-vous découvert cette école? Alors j'ai découverte sur ce même salon APB. Donc je l'ai découverte quand j'étais en première de lycée. Et je suis revenue après en terminale pour être sûre de ne pas avoir loupé une école. Et donc ça a fait que confirmer mon choix pour cette école. Donc, voilà. Grâce à ce stand, l'école espère attirer beaucoup plus d'étudiants, beaucoup plus d'inscrits pour la rentrée de février 2016, mais aussi d'octobre. Les élèves seront disponibles jusqu'à demain, dernière journée du salon APB. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur clusternews.fr et sur les réseaux sociaux. Très bonne soirée.